Je suis Sébastien Catala, professeur d'histoire-géographie au lycée du Mont d'Or. Et tout de suite, je tenais à remercier le Club de la Géomatique de me permettre un petit peu de témoigner sur ce que l'on fait au lycée depuis quelque temps en matière de SIG. Bien sûr, on va mettre beaucoup de guillemets à tout ça. Et ne soyez pas déçus si vous ne voyez pas l'équivalent de ce que vous avez pu proposer tout au long de la journée. Comme toujours, on est impressionné par les applications métiers que vous développez et que vous partagez, et qui sont d'une richesse incroyable. On ne sera pas non plus sur le niveau de ce qu'on peut faire en université, bien entendu. On est là plutôt sur des usages limités, de type initiation, mais qui permettent de faire plus que de la cartographie traditionnelle comme on peut le faire au lycée. Je suis d'ailleurs venu avec Marc, qui est un élève de classe de seconde et qui va lui aussi un petit peu témoigner des usages auxquels il a pu participer cette année. Alors quand on parle de SIG, d'intégration pédagogique des SIG, il faut peut-être remonter un petit peu en arrière. Moi, je suis rentré un petit peu dans ce monde du SIG il y a une vingtaine d'années, avec l'opportunité qui m'avait été donnée de pouvoir participer à un CD-ROM de formation, ce qui a permis à la fois de travailler, de découvrir, puis de travailler avec ces outils et ces ressources, et de former également des collègues. On n'était que quelques-uns à l'échelle de la France métropolitaine pour travailler sur les SIG. Et avec un groupe organisé au niveau du ministère, on a essayé de pousser cette intégration dans les classes, dans les cours, en particulier dans le secondaire. Et c'est ce qui a abouti au bout de quelques années à voir mentionner pour la première fois dans les programmes officiels l'idée que l'on pouvait utiliser les systèmes d'information géographique comme d'autres outils à notre disposition. Et ça, c'était une première victoire, d'une certaine manière. C'est ce qui a permis plus tard de voir les manuels scolaires s'emparer de cette dimension et de faire, comme on peut le voir maintenant, dans n'importe quel manuel scolaire d'histoire-géographie, on a une page, 2 pages consacrées à l'utilisation des SIG. Pour autant, à l'époque, quand on s'est situé dans les années 2000 notamment, on avait des difficultés qui tenaient d'une part à la formation des collègues et d'autre part qui tenaient aussi au manque de data et à la mise à disposition de logiciels. On avait quelques logiciels gratuits et pour ma part, j'utilisais notamment Arc Explorer qui rendait bien des services. Mais enfin, on était loin d'avoir ArcGIS, à l'époque ArcView. Et voilà, c'était une contrainte qui faisait qu'on ne pouvait pas encore atteindre la généralisation des SIG. Les choses ont changé à partir du moment où on est entré dans le monde un petit peu de l'ouverture des données, tel que l'a souhaité l'IGN avec le géoportail, qui était aussi la volonté du ministère de l'Éducation nationale. Et d'autres éditeurs se sont engouffrés un petit peu dans cette logique de mise à disposition des données. Et puis certains aussi ont permis une ouverture de leur logiciel. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on fait au lycée et on va faire une rapide présentation de l'établissement. Marc, peut-être que vous voulez faire cette présentation. Le lycée du Mont d'Or, il faut savoir que c'est un lycée qui est assez récent, il a ouvert en 2017 et aujourd'hui il rassemble environ 900 élèves et une centaine de personnels. C'est un lycée polyvalent avec des filières générales, technologiques et professionnelles. Il rassemble également des filières autour du numérique et du développement durable, comme par exemple une seconde SN ou un CAP agricole. C'est aussi un lycée noté HQE, haute qualité environnementale, développant notamment le développement durable. Voilà, et au titre de la labellisation HQE, nous disposons de plus de 250 panneaux photovoltaïques dont on parlait ce matin et qui nous assurent justement une certaine autonomie en matière d'énergie électrique. Alors, dans cet établissement, nous avons l'opportunité, il y a quelques années, 2 ans et demi,
de bénéficier de l'offre que proposait Esri, à savoir la mise à disposition gratuite d'une licence ArcGIS Online, qui de fait nous autorise à disposer d'un espace ouvert, un site web dont vous voyez l'adresse apparaître, et puis la page d'accueil également, et associé évidemment à cette licence-là, tout un tas de licences ArcGIS Pro et tout ce dont on peut avoir besoin, et il y en a évidemment beaucoup plus que ce dont on a réellement besoin. Esri a décidé il y a quelques mois, c'était une licence qu'il fallait renouveler chaque année, mais qui était reconduite sans aucune difficulté, toujours gratuitement. Et Esri a décidé cette année, en période de pandémie, d'élargir la durée de la licence, puisque désormais nous avons une licence pour 4000 utilisateurs et pour 5 ans. Ce qui nous laisse effectivement de la marge pour pouvoir travailler avec ces outils sans aucune difficulté. De fait, on utilise beaucoup certains outils, hein, on va les mentionner, on va les présenter, mais ça nous permet effectivement de mettre en place des actions au long cours, sur la durée, et de planifier également ce que l'on souhaite faire d'une année sur l'autre notamment. Vous voyez, comme le disait Marc, on est dans un établissement récent, neuf, très bien équipé, un ordinateur par salle de classe, hein, ce qui permet notamment par exemple de faire l'appel en début de séance, mais surtout des salles multimédia voilà, très bien dotées. Oui, allez-y. Voilà, alors l'ambition que nous avons dans l'établissement, elle se limite pour l'instant à ce que l'on peut faire en histoire-géographie. Et encore, tous les collègues d'histoire-géographie ne participent pas à cette activité, même s'ils ont bénéficié de formations internes. L'ambition, c'est forcément de couvrir d'autres disciplines. On pense notamment aux sciences de la vie et de la Terre et de la physique-chimie, qui sont des disciplines traditionnelles de l'utilisation des SIG, en tout cas pour ce qui est des SVT. Mais l'histoire-géographie est également, bien entendu, moteur dans les usages, hein, de façon générale. Alors, on dispose, comme on le disait, de beaucoup de ressources aujourd'hui. C'est vrai que la donnée ne pose plus trop de problèmes, d'une part parce qu'on bénéficie de toutes les données téléchargeables disponibles en ligne. Et à ce titre, il faut bien souligner que le GeoRep, les statistiques de l'ISEE notamment, sont des mines. Mais on peut aussi produire soi-même la donnée, et ça, c'est quelque chose évidemment d'important pour ce qui concerne les usages très précis que l'on veut mettre en place, par exemple en classe. La donnée, il faut parfois la conventionner, c'est-à-dire que nous avions besoin, par exemple cette année, d'images satellitaires, et nous avons pour cela pris contact avec la DTSI, avec Damien, et nous avons conventionné entre le gouvernement et le lycée, de manière à pouvoir bénéficier d'imagerie pour des usages bien précis, notamment pour arriver à faire de l'analyse multispectrale. Comme on le disait, on peut créer des contenus. Pour cela, on utilise un outil, Survey123, qui permet de faire très rapidement, à partir de formulaires, du relevé d'informations géolocalisées. Et c'est d'ailleurs au cœur d'un de nos projets, un atlas sonore de la Nouvelle-Calédonie. Et puis ensuite, effectivement, on essaie d'impliquer au maximum les élèves, c'est-à-dire les faire participer à travers des activités durant les temps de classe et également en dehors du temps scolaire, puisque cette année, on a ouvert, par exemple, au mois de septembre, un atelier cartographique qui permettait aux élèves de première générale de venir participer et de produire également des cartes et de réfléchir à tout ce qu'on pouvait faire avec. Tous les travaux des élèves sont ensuite valorisés. Ça, c'est un point important, hein, c'est un de nos soucis. C'est de ne pas se contenter de faire de la cartographie, de faire réfléchir les élèves, de les faire manipuler, de les faire réfléchir à toute l'analyse géographique qui peut être liée à telle ou telle activité. On souhaite toujours valoriser le travail des uns et des autres à travers, par exemple, des expositions au CDI ou à travers, évidemment, la publication de contenu sur notre site ArcGIS Online. C'est justement ce que l'on va pouvoir examiner à partir des récits géographiques. Il me semble que la porte d'entrée aujourd'hui assez aisée, assez simple pour les élèves, c'est de passer par les récits géographiques, les story maps.
qui sont un outil remarquable qui permettent de faire des choses qu'on peut faire avec d'autres outils, mais d'une façon très simple et surtout qui permettent d'intégrer la dimension géographique. Et de ce fait, on peut, sur des projets qui n'ont rien à voir au départ avec la géographie, mettre en évidence un aspect géographique. Alors, c'est vrai que ce matin, j'ai été impressionné par la présentation qui a été faite sur le patrimoine culturel immatériel, parce que ça rejoint tout à fait ce qu'on est capable de faire dans des projets pédagogiques. Par exemple, l'an dernier, on a fait un projet sur les romans graphiques. Donc, on a fait lire des romans graphiques aux élèves, ils ont dû travailler dessus. Mais on leur a demandé aussi, à un moment donné, puisque tous ces romans étaient forcément liés à un territoire, à un pays, à une région, et bien on leur a demandé d'intégrer dans le récit géographique qu'ils devaient faire, au final, une carte et de positionner les résumés de leurs livres précisément à l'endroit correspondant. Voilà, on va voir justement quelques exemples. Voilà, sur la gauche, vous avez la page d'accueil actuelle, la deuxième partie de la page d'accueil de notre site, qui est dédié donc à la valorisation des travaux réalisés avec ArcGIS Online. Donc, ce sont principalement des récits géographiques. La deuxième vignette en haut est un hub qui a été élaboré au moment de la pandémie, enfin en tout cas du confinement, pour justement apporter de l'information à destination de la communauté scolaire autour de la pandémie, qui intègre les cartes de l'université Johns Hopkins, ou d'autres informations qui concernent plus spécifiquement la Nouvelle-Calédonie. Et on s'y réfère régulièrement pour mener des activités en éducation morale et civique. Et justement, complètement à gauche, vous avez le travail de Marc, là, la pandémie de Covid-19. Et il va vous en parler avec une petite présentation animée. Donc, on a travaillé sur la pandémie du Covid-19. Ici, on peut voir un site web rassemblant des données en temps réel sur le nombre de cas dans le monde. Ici, c'est une carte que moi et mon camarade avons pu faire. On a pu délimiter une zone. Par exemple, ici, c'est la zone de départ du coronavirus, c'est-à-dire la Chine. On a pu également tracer des flèches pour la propagation de ce phénomène et étiqueter quelques régions et rajouter des images, du texte. Par exemple, on a rajouté des zones de texte pour le nombre de décès. Ensuite, on s'est intéressé aux mesures prises dans le monde, comme les gestes barrières. Puis, en Nouvelle-Calédonie, comme l'annonce du confinement. Ensuite, on s'est intéressé principalement aux libertés et à l'impact de ces mesures sur les libertés, en rappelant bien sûr la DHC, les types de libertés et la charte de la laïcité. Merci Marc. Voilà, on est tout à fait dans un exemple de ce que peut être un récit géographique qui, là, en l'occurrence, était un récit d'éducation morale et civique, mais bien entendu, où la dimension géographique était indispensable pour représenter un phénomène à partir d'informations externes. Et là, on n'est pas du tout sur de la géomatique, on n'intersecte rien du tout, mais par contre, on utilise des outils qui sont une façon de commencer à s'approprier les outils plus puissants qu'on utilisera par la suite. Et d'ailleurs, avec les élèves, jamais je ne parle de géomatique, jamais je ne parle de SIG, on parle simplement de carto, on fait de la carto. Simplement, on l'a fait de différentes façons. Donc un coup, ça va être comme ceci, un coup, ça va être de la carto sur une feuille papier, mais ensuite, forcément, il va y avoir la partie en salle multimédia où on va faire de la carto ou avec ArcGIS Pro. Ensuite, en classe, on a pu faire également une carte sur la population en Nouvelle-Calédonie. Nous avions un tableau de données qui venait directement de l'ISEE et nous avons pu le mettre directement dans le logiciel, puis créer des classes dans lesquelles, pour remplir notre légende, dans lesquelles on a pu
y intégrer des couleurs ou des motifs. Par exemple, il y a la flèche du Nord, mais on pouvait mettre l'échelle, les roses des vents, par exemple. Très bien, oui, ça c'était l'étape suivante finalement, c'est-à-dire que les élèves avaient été, ils avaient un récit géographique à faire progressivement. Ils avaient également en salle de classe travaillé sur une carte, la réalisation d'une carte, sur la création de classes. Donc il y avait toute une réflexion géographique qui avait été menée préalablement. Et quelques temps plus tard, on est allé, donc, comme on le disait, en salle multimédia pour faire ce travail-là, à partir de données statistiques, comme cela a été dit, de l'ISEE. On a associé tout ça avec des données qu'on avait récupérées du GeoRep, qu'on avait téléchargé, la couche commune par exemple. Et les élèves ont été à ce moment-là initiés à la logique de multifeuille, un millefeuille du SIG, de ArcGIS Pro. Et l'objectif a été de leur permettre très simplement de retrouver ce qu'ils avaient fait précédemment sur une autre carte à la main, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'efficacité, mais avec le souci de la réflexion géographique. C'est ça qui est important ici. Donc là, on voit le résultat. Toutes les cartes ont été plutôt réussies et elles ont permis de mettre en évidence, par exemple, le phénomène de macrocéphalie. On va poursuivre. Alors ArcGIS Pro, c'est vrai que c'est un outil que j'utilise aussi avec d'autres classes. Par exemple, là en classe de première, ça a été utilisé pour mettre en évidence un petit peu les massifs de péridotite, les zones dans lesquelles on fait de l'activité minière, disons. Et l'objectif ici, c'était de mettre en relation ces données-là, ces informations-là, avec la biodiversité. Voilà, donc ça a donné un résultat satisfaisant qui s'est poursuivi. On peut continuer, oui, Marc. Voilà, qui s'est poursuivi ensuite avec une analyse d'imagerie et un croisement d'informations. On peut continuer. Voilà, et mise en évidence de certains phénomènes. C'est vrai qu'avec certaines classes, surtout en première, à partir de la première, on peut aller un peu plus loin dans la réflexion. On peut mettre en place des activités dans lesquelles on va vraiment pouvoir utiliser quelques outils plus spécifiques que nous propose le logiciel, faire de l'analyse géographique à travers des requêtes spatiales, de la requête SQL, de la création de buffers, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut vraiment mettre en évidence des phénomènes importants et c'est tout à fait le genre de choses que l'on prévoit de faire là dans les prochains projets au lycée. Continue. Voilà, alors l'un des projets que l'on a mis en place cette année, mais auquel on va donner une dimension différente l'année prochaine, c'est l'Atlas sonore. Donc à partir de Survey 1, 2, 3, on a créé un petit formulaire qu'on a mis à disposition d'une classe et on a demandé aux élèves et aux professeurs aussi d'enregistrer un son là où ils le voulaient et d'enrichir ce son d'une photographie. Et automatiquement, une fois que le fichier était finalisé, puisqu'on peut travailler en mode déconnecté, mais une fois qu'il était finalisé, il pouvait être envoyé et il était automatiquement publié. Ce qui nous donne une carte. Quand on va sur notre site, on a effectivement cette carte qui nous permet, à travers des petits points, de cliquer sur les zones qui ont été identifiées et auquel cas on accède, par exemple, à une référence, là, une sortie scolaire avec les premiers STMG, et on peut écouter le son et voir la photographie, évidemment, en plein écran. Voilà, alors ça, c'est quelque chose qui nous a paru très intéressant en matière de collaboration et aussi de meilleure connaissance du territoire. Et ce projet-là fait écho à d'autres projets dont je vais parler. Mais je voulais quand même dire un mot sur cet atlas sonore. Il a été décidé d'élargir un petit peu cette initiative. Et l'inspection d'histoire-géographie y est tout à fait favorable, ce qui signifie que normalement, à partir de la prochaine rentrée scolaire, au mois de février, on va proposer à tous les collèges et tous les lycées, en tout cas tous les professeurs d'histoire-géographie des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie, de participer
à ce travail-là, c'est-à-dire d'enrichir la carte de Nouvelle-Calédonie avec tous les sons qu'ils voudront bien faire enregistrer par leurs élèves dans leur territoire de référence. Donc on pourrait à la fin arriver à plusieurs centaines d'enregistrements, en tout cas c'est le souhait, mais c'est quelque chose qui va pouvoir se faire certainement très vite, d'autant plus que la prise en main de l'application est d'une simplicité incroyable. Et pour les utilisateurs, il n'y a pas le souci de faire quelque chose de compliqué, mais au contraire, il y aura plutôt, on l'espère, l'idée de participer à un projet commun à l'échelle de la Calédonie. Voilà, on peut continuer. Voilà, donc ça c'est le petit formulaire, vous voyez, hein, qui permet d'enregistrer le son très simplement. À chaque fois, donc la localisation peut être activée en mode différé s'il le faut. On précise la ville, la commune. On précise le lieu où on enregistre le son, et puis on a le droit de faire une et une seule photographie, et d'accompagner cela d'un petit commentaire. Donc ça, c'est une obligation qui est demandée à tous les utilisateurs, notamment aux élèves, hein, c'est de compléter la saisie par ce dernier commentaire-là. Voilà. Oui, continuez. Voilà, alors évidemment, ce que l'on fait aussi, c'est de l'analyse d'imagerie satellitaire. Je parlais tout à l'heure des besoins que l'on avait d'imagerie, de l'utilisation de l'imagerie en Nouvelle-Calédonie. Alors, en attendant d'avoir les images de Nouvelle-Calédonie qu'on a eues depuis, hein, on a, par exemple, là, j'ai pu faire travailler des élèves de première technologique sur Rotterdam, un programme. Et c'était à l'épreuve du bac d'ailleurs, puisque vous savez qu'en première, on passe le bac en contrôle continu. Et pour cela, ils avaient à travailler sur Landsat Explorer. Donc ça aussi, c'est un outil très pratique, hein, qui nous permet de travailler sur de l'imagerie, de travailler notamment sur l'historique des images et de faire des comparaisons. Et là, en l'occurrence, j'avais demandé aux élèves de travailler sur les différents canaux pour mettre en lumière la zone industrielle ou portuaire, la partie urbaine, hein, la différence entre l'urbain et le rural. Et il y avait un petit schéma d'interprétation, croquis d'interprétation qu'ils devaient compléter avec leur crayon de couleur. Voilà, on va aller très très vite pour terminer. Voilà, il y a d'autres projets qui ont été menés, notamment on avait fait un mini-atlas de la Nouvelle-Calédonie où les élèves avaient un dossier avec tout un tas de fiches qu'ils devaient au fur et à mesure réaliser sur ArcGIS Pro, et ça débouchait ensuite sur un travail qu'ils devaient compléter, hein, avec évidemment leurs propres commentaires. Donc ça donnait à l'arrivée, en fin d'année, un petit dossier d'une 25 pages environ, et qui était le résultat de tout le travail qu'ils avaient pu mener sur la Calédonie. Voilà, en tout cas, certains aspects de la Calédonie. Par exemple, on mettait en lumière un petit peu le lycée aussi. Voilà, on va poursuivre les autres projets. Bon, il y en a d'autres. On travaille, c'est vrai qu'avec des outils comme ArcGIS Pro, on peut travailler aussi sur ce que révèlent les cartes. Hein, et on a commencé par les systèmes de projection. Hein, projeter la Nouvelle-Calédonie, comme l'a fait une élève à droite. C'est une élève qui s'appelle Nyuhina, et elle a donné, et je trouvais ça génial, elle a donné son prénom à la carte, mais surtout, l'idée, c'était de faire travailler les élèves, de leur donner un regard différent sur les territoires qu'ils ont l'habitude de voir. Hein. La carte de la Nouvelle-Calédonie, tout le monde la connaît. Par contre, des cartes comme ça, elles sont tout à fait exactes. Le nord est bien positionné. Mais évidemment, ça peut surprendre, voire choquer. On continue. Voilà. Et justement, voilà ce qu'on a. Depuis 15 jours au CDI, on a de grands panneaux, 1,30 m de long par 40 cm de large, qui sont placés comme ça, bien en évidence. Et il y a cette carte. Et cette carte, elle fait réagir. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, une élève qui dit « Mais l'IFU n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Hein, » évidemment. On est surpris. Donc ça suscite le débat. Et c'est aussi ce que l'on recherche. Voilà. D'autres projets, on peut continuer. Voilà. Voilà, pour demain, j'ai déjà parlé de l'Atlas sonore. Effectivement, l'objectif que nous avons, c'est d'élargir un petit peu l'utilisation des SIG. On a cette licence à disposition, on a les logiciels, il ne reste plus qu'à continuer à former les collègues. Ça prend du temps. Mais on peut, comme on le disait, à travers l'Atlas sonore, faire entrer beaucoup de collègues dans ce genre d'activité. Et puis aussi dans l'établissement, comme on a un établissement en développement durable, on a par exemple une aire éducative environnementale, hein, A2E, qui est un projet porté par la province sud. Et nous avons une mangrove à l'intérieur de l'établissement. Et cette mangrove fait l'objet d'un suivi très précis, hein, très particulier. Et justement, on souhaite pouvoir exploiter de la donnée géographique pour réaliser des cartes qui apporteraient une plus-value à ce projet, évidemment.
Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Voilà.